C'est l'une des premières décisions du 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenu du 28 au 29 janvier 2018 à Addis Abeba en Éthiopie, la transformation du NEPAD en agence de développement de l'Union africaine. Comparé à une Mercedes qui a un mauvais chauffeur par l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, le NEPAD avait été mis en place en 2001 pour promouvoir un cadre socio-économique intégré de développement pour l'Afrique. Mais 17 ans après, les défis du développement du continent sont encore très énormes. Nous en parlons sur ce plateau avec Hombe Kafeshina. Vous êtes juriste, consultant en droits humains, démocratie et gouvernance. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Gaëtan pour m'avoir invité. Monsieur Kafeshina, que se cache derrière ce changement de nom du NEPAD à l'Agence de développement de l'Union africaine? Que se cache derrière ce changement, je ne sais pas si je suis la personne la plus indiquée pour donner la réponse la mieux indiquée, mais un observateur avisé, je pourrais dire, par rapport à ce changement, par rapport à cette mutation, que d'abord c'est dans un souci de formalisation. C'est dans un souci de formalisation afin de pouvoir rendre cet outil de l'Union africaine, de le doter de beaucoup plus de ressources et de moyens afin qu'elle puisse mener cette politique-là, ce cahier de charges-là qui lui a été confié, qui n'est tout autre que, tu l'as si bien dit dans ton introduction, de pouvoir impulser un développement de l'Afrique. Ce n'est pas pour dire que le NEPAD n'en était pas un organe qui le faisait bien, mais avec l'agence, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas le même statut. C'est un statut beaucoup plus renforcé et cette agence de développement de l'Union africaine sera dotée, et nous l'espérons bien, de moyens afin de pouvoir réaliser cette vision-là de développement de l'Afrique. Nous allons le voir si réellement cette agence aura les moyens qu'il faut. Mais aujourd'hui, agence de développement de l'Union africaine, une volonté, vous voulez dire, de rendre plus opérationnel cet organe de planification, de coordination des projets de développement en Afrique? Oui, c'est une volonté de rendre plus opérationnel. N'oublions pas que 16 ans après, le NEPAD n'a pas pu véritablement atteindre les objectifs qui lui ont fixés, même s'il y a de grandes réussites. Aujourd'hui, avec cette agence-là, c'est de pouvoir rendre beaucoup plus opérationnel. Et le président Abdoulaye Wade a eu à le dire, même si je trouve qu'il y avait un peu d'exagération dans ses propos, que c'était une voiture qui était plus ou moins mal conduite. Aujourd'hui, avec cette agence-là, nous espérons que ce serait une voiture qui sera bien conduite. Ça voudra tout simplement dire que c'est une nouvelle dynamique qu'on donne à cette vision-là. La vision de pouvoir impulser le développement, car c'est le premier défi, c'est le premier challenge de notre continent africain. Et si le n'est pas transformé en agence de développement pourra le faire, c'est tout le mal que nous pouvons souhaiter à cette institution. Alors, vous l'avez dit, les objectifs qui lui étaient assignés n'ont pas été tous atteints. Qu'est-ce que vous voyez en ligne de mire? C'est vrai que j'ai mis l'accent sur les objectifs qui n'ont pas été atteints. Mais personnellement, je suis, et souvent mes amis le disent, je suis un fan du NEPAD. Parce que vous conviendrez avec moi que c'est l'une des organisations africaines qui a pu déjà tenir aussi longtemps. Parce que déjà, la plupart des organisations régionales et sous-régionales africaines sont des organisations mornées. Mais 16 ans, ce n'est pas rien, comme on le dit souvent. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'objectifs qui ont été atteints, mais il y a encore des défis à pouvoir relever. Qu'est-ce que je vois en ligne de mire? C'est que, par exemple, la question de la pauvreté n'a pas été réglée. C'était l'un des objectifs. La question de la paix, de la sécurité n'a pas été totalement réglée. La question des infrastructures n'a pas été réglée. La question de la promotion de l'agriculture et de la sécurité alimentaire n'a pas été réglée. Même si à côté, il y a des réussites sur lesquelles peut-être on reviendra. Et ces réussites, vous voulez parler de quoi? Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'actif du NEPAD? Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'actif du NEPAD? D'entrée de jeu, je reviendrai d'abord sur les éléments dont j'ai eu à parler. Pour ne pas laisser dans l'imaginaire ou bien dans le réflexe de l'Africain que le NEPAD a été tout simplement un échec. Si nous prenons la question de la promotion de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, le NEPAD a eu à développer un plan d'action détaillé de développement de l'agriculture qui d'ailleurs, il convient de le préciser, a été repris par des organes sous-régionaux, notamment des organisations de la sous-région de la société civile comme la FOSCAO, qui en a fait des plans d'action beaucoup plus précis afin de les mettre en œuvre. C'est une appropriation. Et ça, c'était sous le leadership du NEPAD, qu'on vient de le souligner. Et ces différents plans d'action détaillés ont participé plus ou moins à faire évoluer la question de l'agriculture et de la sécurité alimentaire en Afrique et dans nos pays.
On pourrait évoluer pour parler d'une des réussites aussi du NEPAD dans le domaine des infrastructures. Dans le domaine des infrastructures de transport et des infrastructures énergétiques, je donnerai tout simplement pour exemple le gazoduc qui a été construit sous l'impulsion du NEPAD entre le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Ghana. J'ajouterai aussi, il y a plein d'exemples, mais j'ajouterai aussi la ligne électrique qui a été construite pour relier le Caire, Khartoum et puis Kinshasa. Voici autant de défis en matière d'infrastructures énergétiques que le NEPAD a participé à résoudre. L'un des objectifs aussi du NEPAD était la question économique. Et à ce niveau aussi, le NEPAD a eu à jouer un grand rôle. Si nous prenons par exemple la facilitation de la création d'une zone de libre-échange économique, surtout au niveau de l'Afrique australe. Et on pourra ajouter aussi le fait qu'il a accompagné, cet organe a accompagné beaucoup de pays à assainir ces dépenses publiques. Et là, j'ai à l'idée l'exemple de la Zambie. Donc, autant de choses, mais je ne pourrais parler des réussites du NEPAD sans parler de ce que moi je considère comme étant la meilleure réussite du NEPAD, c'est-à-dire le mécanisme qui est arrimé à cet organe-là, le mécanisme africain d'évaluation. Vous voulez parler du MAIEP? Je veux parler du MAIEP. Nous allons revenir plus en détail sur ce MAIEP, mais avant, la nouvelle agence de développement de l'Union africaine a été heurtée à de véritables difficultés avant sa naissance liées à la mobilisation des fonds nécessaires pour son décollage. Jusqu'à présent, on le dit, seulement 80% et 80% des financements de cette nouvelle agence viennent entre autres de l'agence allemande, la GIZ, l'agence française de développement. Quelle marge de manœuvre pour une agence qui n'a pas véritablement son autonomie financière? Et là, c'est l'un des mâles dont souffre notre continent africain. Et le NEPAD n'a pas su éviter de transmettre un héritage négatif, un passif à la nouvelle agence, parce que déjà le NEPAD à sa création n'avait pas pu mobiliser les ressources nécessaires pour son fonctionnement. Aujourd'hui, pour cette agence, nous sommes à 80% de mobilisation de ressources financières, mais dans ces 80%-là, il y a beaucoup plus de ressources financières qui viennent de l'étranger. Qu'est-ce que cela traduit? Cela traduit qu'on risque d'avoir une agence, un organe qui soit beaucoup plus, qui ne dispose pas d'une certaine autonomie, mais qui soit beaucoup plus un organe dont les véritables actions sont dictées de l'étranger. Vous conviendrez avec moi que quand on ne maîtrise pas ces finances, on ne peut pas maîtriser aussi les actions que nous menons en œuvre. Et cela voudra dire aussi que cette agence risque de ne pas pouvoir atteindre les objectifs qui lui sont fixés. Et il faudra qu'on puisse y réfléchir et pouvoir mobiliser des ressources à l'interne. C'est pourquoi je félicite d'ailleurs cet exemple qu'a eu à donner le président Mugabe, en donnant l'impulsion et en démontrant qu'aujourd'hui, nos institutions, nos organes que nous créons doivent pouvoir financer de l'intérieur. Alors, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont pris l'engagement de financer, sinon de doter l'Union africaine de sa réelle autonomie financière. Et au regard de ces difficultés, vous pensez qu'entre les mots et l'action, il y a un grand fossé? Entre les mots et l'action, il y a un grand fossé. Et ce n'est pas pour m'inscrire en faux, ni pour jouer au pessimiste, mais aujourd'hui, de véritables actions ne permettent pas de traduire cette confiance-là que nous devons avoir dans les dires des chefs d'État. Parce que ce n'est que la transposition de ce qui se fait au niveau des États qu'on retrouve au niveau de l'Union africaine. Si déjà au niveau de nos États, il est difficile pour nous de pouvoir maîtriser nos finances, de pouvoir maîtriser les ressources là où nous mobilisons nos ressources, il en sera de même pour l'Union africaine. Mais quand même, il y a de l'espoir parce qu'aujourd'hui, sans flatter, sans caresser Kagame dans le sens du poil, je pense qu'aujourd'hui, nous avons un visionnaire à la tête de l'Union africaine qui a une certaine vision pour cette Union africaine. À la personne de Paul Kagame. À la personne de Paul Kagame, qui a une certaine vision pour l'Afrique, qui n'est pas la même que celle des pères fondateurs, on peut le dire, mais qui a une vision qui pourra permettre à l'Afrique de pouvoir décoller. Et la question de la mobilisation des ressources aussi est à l'ordre du jour en ce qui concerne cette vision. Et vous pensez qu'il va réussir là où les autres n'ont pas pu? Il ne va pas réussir forcément là où les autres n'ont pas pu, mais il va permettre à ce que l'Union africaine, à la fin de son mandat, puisse avoir une impulsion qui n'était pas là avant. Vous convenez avec moi, et il faut plutôt porter à son crédit cette confiance-là, parce qu'il a déjà eu à démontrer, il continue pas à le démontrer avec son pays, le Rwanda. Et à la tête de l'Union africaine, je pense personnellement, là c'est un avis personnel, je pense qu'il pourra faire ce qu'on attend de lui. Le président sénégalais Macky Sall, qui préside actuellement le comité d'orientation
des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD a déclaré, je cite, c'est parce que nous sommes devenus une terre d'opportunités et de promesses considérables qu'il nous faut également changer de stratégie pour être dans le temps de l'action. Qu'est-ce que ces propos vous ont inspiré? Qu'est-ce que ces propos m'ont inspiré? D'abord, je me réjouis de ces propos tout simplement parce que c'est une joie de savoir que nos dirigeants aujourd'hui reconnaissent que notre continent africain est un continent qui a des opportunités, est un continent de promesses. Considérable d'ailleurs. Aujourd'hui, quand on prend des pays comme le Cap-Vert, un pays comme le Cap-Vert appuie pouvoir s'ériger en pays à revenu intermédiaire. Des pays comme le Ghana ont des croissances à 2 chiffres. Des pays comme le Botswana arrivent même à refuser de l'aide extérieure. L'Éthiopie est, depuis quelques années, le pays qui a le plus fort taux de croissance, juste devant la Chine. En dehors de tout ça, vous savez très bien que notre continent dispose par exemple de plus de 60% de ressources mondiales. 65% de la population est jeune. Nous sommes dans une zone climatique qui permet le développement de la plupart des cultures aussi bien vivrières qu'industrielles. Autant d'exemples qu'on peut multiplier qui démontrent que notre continent a des ressources et des potentialités. Un continent très riche mais aux populations très pauvres. Comment vous expliquez le paradoxe? Ça s'explique tout simplement par le fait qu'on ne s'associe pas à ces opportunités-là une vision qui pourra transformer toutes ces potentialités-là en véritable réalité dans le quotidien de l'Africain. Il faut qu'on puisse mettre sous toutes ces potentialités-là une vision. Et aujourd'hui, certains pays en profitent, et c'est ces pays-là que nous venons de citer, et qui n'hésitent pas à s'ériger en modèle pour l'Afrique. Maintenant, il faudra qu'on puisse rendre cette croissance-là homogène, que cela ne soit pas cantonné seulement au niveau de certains pays, mais que cela soit homogène. Comment est-ce que le Ghana, qui est un pays limitrophe du Togo, comment est-ce que le Togo n'arrive pas à profiter de la croissance d'un pays limitrophe comme le Ghana? Donc c'est parce qu'il y a un problème, c'est parce que nous n'arrivons pas à rendre homogène cette croissance-là, à rendre homogène cette vision-là que certains pays développent. Comment la rendre concrètement homogène, cette croissance, cette vision? Il suffit de nous focaliser sur les partages d'expériences, sur les partages de bonnes pratiques dans le domaine, dans les relations bilatérales. Et à ce niveau, souvent, je donne l'exemple de l'OTR. L'OTR, vous savez, ce n'est un secret de polichinelle pour qui que ce soit, est une inspiration rwandaise. Et aujourd'hui, quel que soit le reproche qu'on peut faire à une institution comme l'OTR, vous conviendrez avec moi... Vous parlez de l'Office togolais des recettes. Je parle de l'Office togolais des recettes. Vous conviendrez avec moi que cette institution a pu quand même optimiser la mobilisation des recettes publiques et donc donner beaucoup plus de ressources pour la réalisation des politiques publiques. Donc, quel que soit ce qu'on puisse reprocher, cette inspiration rwandaise aujourd'hui profite au Togo. Dans le cas des relations bilatérales, voici ce qu'on peut faire. Dans le cas des différentes entités régionales et sous-régionales dans lesquelles nous sommes, il faut que nous puissions cristalliser les bonnes pratiques dans le marbre du droit communautaire. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire tout simplement que il faut, et ça a commencé avec tout ce qui est instrument juridique sur la gouvernance démocratique, sur la gouvernance économique. Il faudra qu'on puisse voir comment est-ce que ce qui se fait de bien dans tous les pays on puisse légiférer là-dessus et que chaque État puisse le transposer et qu'on puisse maintenant accompagner ces États-là à pouvoir les mettre en œuvre. C'est d'ailleurs pourquoi je trouve encore une fois le MAEP comme étant un instrument excellent et magnifique. Le MAEP étant une émanation du NEPAD, alors qu'est-ce que le MAEP a pu donner comme meilleur résultat dans le cadre de cette gouvernance dont on parle? Le MAEP, c'est le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, qui est un mécanisme qui est arrimé à l'organe qu'est le NEPAD. Et en quoi, personnellement, moi, je trouve ce mécanisme merveilleux? C'est pour la première fois un mécanisme qui permet aux pays africains de pouvoir s'évaluer entre eux. Et de manière assez globale et intégrale, c'est-à-dire dans tous les domaines. C'est l'évaluation de la gouvernance politique, économique et celle des entreprises. Et non seulement cela, mais cela se fait de manière inclusive. Quand on est en train d'évaluer un pays, on donne la possibilité à chaque acteur de pouvoir intervenir et de pouvoir noter. Et après cela, les rapports sont discutés, sont partagés entre États et on accompagne chaque État à pouvoir améliorer sa gouvernance. Et ceci a servi déjà à 25 pays, à plus de 25 pays, parce que les données que j'ai ne sont pas actualisées, à plus de 25 pays qui sont aujourd'hui évalués. Et seulement 25 pays sur 54, vous ne pensez pas qu'il y a encore du chemin?
Il y a du chemin à faire, mais c'est merveilleux. Alors comment expliquer la réticence des autres à se faire évaluer? C'est merveilleux tout simplement parce que c'est un mécanisme volontaire. Pour un mécanisme volontaire, en arriver à plus de 50% de pays qui sont évalués, c'est merveilleux. Maintenant, comment pouvoir arriver? Et là, je pense que ce sera peut-être le rôle de cette agence-là. On pourra créer quelque chose auquel moi j'ai pensé. C'est pouvoir soumettre, par exemple, le bénéfice de certaines actions de l'Agence de développement de l'Union africaine au fait que le pays soit membre du MAEP et qu'il se soit évalué. Parce que l'Agence de développement de l'Union africaine, ex-NEPAD, intervient dans plusieurs domaines, dans 6 secteurs si je ne me trompe pas. Avant qu'un pays puisse bénéficier de certaines actions, on pourra soumettre cela au fait qu'il soit membre du MAEP et qu'il se soit fait évaluer. Alors, quelle efficacité d'un mécanisme où on s'inscrit volontairement? Il n'y a aucune disposition coercitive pour les États. Dans le domaine des relations internationales, la notion coercitive intervient très peu. Tout simplement, et tu le sais très bien, c'est lié à la question de la souveraineté. C'est pourquoi la diplomatie internationale fait très attention à l'utilisation abusive de la notion de coercition. Mais on met beaucoup plus l'accent sur le volontariat. Un État qui démontre volontairement son désir, sa volonté de se faire évaluer, a beaucoup plus de sens qu'un État qui se fait évaluer tout simplement parce qu'il a, si on peut le dire de manière vulgaire, il a un bâton derrière lui. Voilà l'importance du caractère volontaire. Mais cela n'empêche pas qu'on ait à évoluer vers la généralisation, bien la globalisation de cette évaluation-là. Parce que cela profite beaucoup à tous les États. Chaque État qui se fait évaluer est un État qui en ressort beaucoup plus grand. Généralement, les recommandations sont mises en œuvre. Même si elles ne sont pas toutes liées notamment à des questions de ressources. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une évaluation globale et intégrale qui se fait. Et cela amène à ce qu'on puisse faire des recommandations qui, des fois, nécessitent qu'on puisse prendre beaucoup de temps avant de pouvoir les mettre en œuvre. Tout compte fait, déjà le fait d'avoir accepté se faire évaluer démontre aussi de la volonté de mettre en œuvre ces recommandations. En plus de cela, n'oublions pas que la mise en œuvre de ces recommandations-là, ce ne sont pas des recommandations, généralement ce ne sont pas des recommandations nouvelles, qui rentrent déjà dans le cadre même de certaines politiques publiques qui sont déjà mises en œuvre dans le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Bombé Kafé-Chinan, nous allons marquer une petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.